Bonjour à tous. Alors, dans cette capsule, je vous propose de vous expliquer avec des illustrations et des exemples que j'ai cherché à rendre le plus clair possible ce bijou technologique qu'on appelle la blockchain. Vous allez voir que c'est un univers complètement fascinant de par sa simplicité et son ingéniosité. Et j'espère que cette présentation, qu'on va développer tout de suite après, va vous provoquer le même déclic que celui que j'ai eu au moment de sa découverte, c'est-à-dire juste après le bull run de 2018, date à laquelle j'ai commencé à m'y intéresser sérieusement. Donc, avant de rentrer dans le monde de la blockchain, jetons un coup d'œil à notre environnement financier de tous les jours. Car c'est un bon modèle de finance centralisée, par opposition à ce que nous allons voir juste après, donc la finance décentralisée, celle qui est proposée par la blockchain de Bitcoin. Alors je précise bien blockchain de Bitcoin parce que c'est pas parce qu'on est une crypto-monnaie qu'on est forcément décentralisé. On verra pas forcément dans cette vidéo-là, mais il existe différents types de crypto et qui n'ont pas forcément le même écosystème. Donc la finance centralisée, son acronyme c'est CeFi. Alors pour bien comprendre cette notion de centralisation, regardons un peu cette petite illustration. Alors au centre de cette illustration trône une banque. Autour de cette banque, il y a vous et moi. Alors ici, symboliquement, je l'ai représenté par Anne, Alex, Syrah et Lucas. Alors tout ce beau petit monde souhaite échanger de la valeur instantanément. Alors la première option, c'est la personne est à proximité et cet échange peut se faire de manière directe de la main à la main. Et donc la plupart du temps, cet échange se fait sous forme de monnaie fiduciaire, enfin ce qu'on appelle monnaie fiduciaire ou monnaie papier. On se met de l'euro, du dollar, du yen, etc. Mais ça pourrait très bien se faire sous d'autres formes, notamment sous forme de métal précieux, comme échanger de l'or, de l'argent physique, etc. Bon, il est bien évident que c'est des choses qui sont plus du tout pratiquées à l'époque d'aujourd'hui, mais c'était le cas il y a quelques centaines d'années. Par contre, si dans notre système actuel, la personne est plus éloignée, on utilisera d'autres types de véhicules, tels que les virements bancaires, les paiements par carte. Voilà, et tous ces outils sont proposés par votre banque, donc un organisme bancaire. Et qui dit organisme bancaire dit autorité financière. Et qui dit autorité financière, ça veut dire que votre banque est assujettie à une régulation financière qui, généralement, est assez stricte. Dans la finance traditionnelle, donc hors crypto, vous n'avez pas beaucoup d'autres options que de passer par cette banque, et c'est donc elle qui va procéder à l'arbitrage et donc valider ou pas la transaction. Cette transaction peut être invalidée pour des raisons bien légitimes. Par exemple, Anne n'a pas d'argent sur son compte ou a dépassé le plafond d'autorisation de découvert. Mais il peut y avoir d'autres types d'invalidation qui potentiellement peuvent être plus discutables. Par exemple, des raisons qui peuvent être dépendantes de votre situation, qui peut être dépendante du contexte économique, du contexte de politique monétaire ou du contexte de politique au sens large. Donc voilà, cette représentation met en lumière la centralisation du modèle financier et souligne comment chaque participant est étroitement lié aux régulations. Et on voit que la conformité aux normes courantes est une réalité omniprésente. Alors là, je n'ai parlé que des transactions financières, mais on pourrait étendre cet argumentaire sur bien d'autres organismes. Et on peut mesurer tous les jours à quel point ce concept de centralisation peut affecter divers aspects de notre vie quotidienne, qui sont soumises en permanence aux réglementations en vigueur, qui sont assez généralement à géométrie variable, et qui ne vont pas toujours dans le sens de celui qui détient l'argent. Et juste avant de finir avec cette slide, je rappelle au passage que la naissance du Bitcoin date de 2009. Alors 2009, c'est pas une date anodine, hein. Elle fait suite à la grande crise financière de 2008, où de plus en plus de gens se sont posé les questions par rapport à la confiance qu'on pouvait apporter aux détenteurs et accessoirement aux garants de notre argent, et ainsi que de la légitimité d'une monnaie qui s'est révélée être outrageusement manipulée. Alors, juste pour mémoire, en 2008, c'est une époque où l'Islande a imposé des contrôles de capitaux pour stabiliser son système financier. Ensuite, en 2013, alors c'est pas forcément lié à 2008, mais bon, c'est pour vous indiquer un petit peu à quel point les règles du jeu peuvent changer. En Chypre, en 2013, donc, a également mis en place des contrôles de capitaux pendant la crise bancaire. On a eu la Grèce en 2015 pour la crise de la dette. Et puis on a l'Argentine où régulièrement on a comme ça des nouvelles directives qui tombent par rapport au retrait bancaire, etc. Alors, passons au modèle décentralisé et indirectement donc au modèle qui nous intéresse, c'est-à-dire celui qui correspond à la blockchain. Alors, j'ai gardé mes petits personnages, donc Anne, Alex, Syrah, Lucas. Il y a Anne qui veut envoyer 20 euros à Lucas, Alex qui veut envoyer 40 euros à Syrah, etc.
Donc là, les voilà émancipés. Alors, je reprends un peu un élément du titre de cette vidéo, et ils ont décidé de passer sur la blockchain. Alors, pour faire ça, ils se sont créés un compte sur cette blockchain, et se créer un compte, ça revient à quoi? Ça revient à récupérer une clé privée et une clé publique. Alors ici, je ne vais pas forcément entrer dans le détail du fonctionnement de ce mécanisme de clé, ça fera probablement partie d'une autre présentation, mais pour les néophytes, il faut juste considérer que la clé privée, c'est une chaîne de caractères secrète. Alors, chaîne de caractères, pour ceux qui maîtrisent un peu le binaire, c'est du 256 bits, ça fait 32 octets. Elle est unique à chaque utilisateur et elle permet de signer numériquement des transactions. Et la clé privée, bien évidemment, doit rester confidentielle, car quiconque la détient a le contrôle total de la crypto associée. Alors la clé privée, ça pourrait être un petit peu l'équivalent du login mot de passe qu'on rentre quand on va quand on est en finance centralisée, quand on va sur son compte bancaire pour faire ses opérations. Alors à partir de la clé privée, on peut générer une clé publique. Elle également, c'est une chaîne de caractères. Et la clé publique, elle est partagée avec tous les autres utilisateurs et sert à recevoir de la crypto. Cependant, elle ne peut pas être utilisée pour retrouver la clé privée d'origine. Il n'y a pas de mécanisme de retour en arrière. En d'autres termes, la clé privée est utilisée pour signer des transactions et prouver la propriété des cryptos, tandis que la clé publique est partagée avec tout le monde pour recevoir des bitcoins. Alors, ces deux clés sont mathématiquement liées, de manière à garantir que la signature créée par la clé privée peut être vérifiée avec la clé publique. Par contre, il est extrêmement difficile de déduire la clé privée à partir de la clé publique. Et c'est ce qui fait un petit peu la force de tout ce mécanisme. Ok, alors regardons maintenant, nous, en tant qu'individus, comment on interagit par rapport à cet écosystème, donc à cette blockchain. Donc imaginez-vous chez vous, vous êtes prêt à effectuer une transaction en utilisant cette fameuse blockchain. Alors tout commence avec votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Vous saisissez les détails de votre transaction, y compris la destination, le montant, etc. Et c'est là que la magie de la blockchain commence. Vous préparez votre transaction et une fois que vous l'avez signée numériquement avec votre clé privée, signé avec votre clé privée, alors on en a discuté juste avant, on revient à poser votre empreinte cryptographique qui atteste qu'il s'agit bien de vous et de personne d'autre qui a écrit cette transaction. Ensuite, votre transaction rejoint un pool de transactions non confirmées. Alors une autre façon de dire les choses, c'est que votre transaction est envoyée sur tous les nœuds du réseau en attente d'être regroupés dans un bloc. Et c'est là que les ordinateurs du réseau entrent en jeu. Ils compétitionnent entre eux pour résoudre un problème cryptographique complexe. Et le premier à le résoudre a le droit de créer un nouveau bloc. C'est ce qu'on appelle le processus de minage. Et le nouveau bloc contient non seulement votre transaction, mais aussi d'autres transactions du réseau. Alors les mineurs, en général, essaient de mettre un maximum de transactions ou les organiser d'une certaine façon pour améliorer leur niveau de rémunération. Et ensuite, ce bloc, il est scellé avec le résultat du problème mathématique. Et c'est là que la puissance de la décentralisation entre en jeu, du coup. Et alors, ce bloc est ensuite diffusé à tous les ordinateurs du réseau, et chacun l'ajoute à sa propre copie de la blockchain. Alors, pas de crainte, on va revoir tout ça un petit peu plus dans le détail juste après. Alors maintenant, il y a la phase de validation. Alors dans la phase de validation, chaque ordinateur sur le réseau vérifie la légitimité de toutes les transactions, vérifie que le problème complexe mathématique soumis a bien été résolu. Ça vérifie également que les transactions sont correctes à partir des clés privées associées à chacune de ces transactions. Et lorsque tout est en ordre, le bloc est ajouté de manière permanente à la blockchain. Et voilà, notre transaction est confirmée et sécurisée par le consensus décentralisé du réseau. Alors, faisons-nous une petite représentation vue d'avion de notre blockchain. Alors, dans blockchain, on a bloc et chaîne. Alors, ça ne peut pas être plus simple. Ici, vous retrouvez vos blocs. Et ici, vous retrouvez votre chaîne. Le bloc, il encapsule les transactions. Donc là, par exemple, le bloc 11, il encapsule la transaction 10, 11, 12, 13, 14. Je rappelle qu'une transaction, ça peut être Alex qui envoie 20 € à Syrah, etc. Donc elles sont toutes empilées ici. Elles ont été signées avec la clé privée de chacun des émetteurs. Ensuite, vous avez un phénomène de ligature qu'on verra là juste après qui permet de lier le bloc 11 au bloc 12, donc c'est cette fameuse chaîne. Le bloc 12 va encapsuler les transactions 15, 16, 17, 18, pareil, ça c'est d'autres types de transactions, c'est pas forcément les mêmes personnes, c'est pas forcément la même taille, tout dépend de ce que les mineurs ont décidé de faire. Le bloc 12 va enchaîner sur le bloc 13, le bloc 13 qui va enchaîner sur le bloc 14, et petit à petit, toutes vos transactions, au fil du temps, vont s'empiler les unes derrière les autres. Et si je reprends la définition de blockchain France, une blockchain,
Alors tout est dit dans cette phrase, hein. Une blockchain, c'est une base de données numériquement infalsifiable, on verra pourquoi c'est infalsifiable tout à l'heure également, sur laquelle sont inscrits tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Avant d'examiner l'intérieur d'un bloc, je dois absolument vous introduire une notion fondamentale qu'on appelle le hachage, ou hash en anglais, H-A-S-H. Alors, même si le sous-jacent mathématique de la génération de ce hash est très complexe, le concept, quant à lui, est vraiment très simple à comprendre. Alors, si je reprends la définition que je vous ai mise sur la slide, un hash, c'est une fonction de hachage cryptographique qui prend en entrée des données. Alors, ça peut être n'importe quel type de données, hein. Ça peut être des données images, ça peut être des données texte, ça peut être du texte, justement, ça peut être un code numérique, etc. Et à partir de ça, ça génère une chaîne de caractères de longueur fixe sous forme de séquence alphanumérique qui est unique pour cet ensemble de données spécifiques. Alors, cette fonction hash a plusieurs propriétés importantes. La première, c'est la fixité de la longueur. La fixité de la longueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la taille des données que vous allez lui mettre en entrée, le hash en sortie aura toujours la même longueur. Ensuite, vous avez une propriété de déterminisme, c'est-à-dire que les mêmes données en entrée produiront toujours le même hash en sortie. Elle doit être rapide à calculer, et elle doit avoir une très bonne résistance aux collisions. Résistance aux collisions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très difficile de trouver deux ensembles de données différents qui génèrent le même hash. Et autre propriété très importante, c'est avoir un effet d'avalanche. Alors un effet d'avalanche, ça veut dire quoi? Et ça, on va le voir juste après. C'est qu'un petit changement dans les données d'entrée doit produire un changement significatif et imprévisible dans le hash de sortie. Alors je vous ai mis un exemple. J'ai passé à la moulinette de deux phrases. Donc là, ce qu'on te reproche, cultive-le parce que c'est toi. Donc cette première phrase, je l'ai passée sous le SHA 256. Donc c'est l'encodeur qui est utilisé pour le Bitcoin. Et voilà la chaîne alphanumérique que ça m'a générée. Alors je ne vais pas toute la détailler, mais en fait on voit c'est AC7DE. Alors souvenez-vous quand même du AC, parce que tout à l'heure on va faire un exemple en live. Ensuite, sur la phrase du dessous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste ajouté 3 espaces. Et juste le fait de rajouter 3 espaces, ben, si vous regardez la chaîne AC7 et 75C8, etc., il n'y a rien de commun en fait. En fait, entre cette chaîne-là et cette chaîne-là, tout est différent. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'à partir des stimuli d'entrée, on voit qu'il est très difficile de savoir comment le traitement a été fait à l'intérieur pour arriver à produire ce code. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'en fait que c'est une méthode qui est vraiment très très intéressante pour faire de la cryptographie. On va visualiser ça de manière un petit peu plus concrète. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'algorithme d'encryptage qui est utilisé par Bitcoin, donc le CHA 256. Donc il en existe pléthore sur le net, hein. Alors il suffit de taper CHA-256, on va demander à ce qu'on ait une application qui puisse tourner en ligne. Voilà, celui-ci, voilà, ça doit être très bien. Voilà, et là on va recopier la phrase ce qu'on te reproche, cultive-le parce que c'est toi. On va vérifier si on trouve bien le même hash. Donc ça commence par A7 et ça se termine par B1. Donc c'est bien, si vous regardez ici, c'est bien A7B1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les espaces que j'ai mis ici. C'est-à-dire que j'ai dû en mettre 3, je pense. Donc je rajoute 3 espaces. 1, 2, 3. Ah non, ça commence pas par 75. Je pense que ouais, peut-être que j'en ai peut-être mis un de plus. C'est ça, 75. Donc on voit bien, j'ai rajouté 4 espaces. Voilà, j'ai une chaîne qui démarre par 75 et qui se termine par CE, c'est exactement ce qu'on peut voir là. Donc ce qu'on peut voir aussi, en l'occurrence, c'est que si je bouge un seul caractère, il faut voir à quel point la chaîne est modifiée. Donc c'est ce qui fait un peu la force de cet algorithme de hachage. Donc là on arrive sur une slide qui est vraiment importante parce que c'est à partir de là que vous allez comprendre ou pas la notion de blockchain. Je pense que vous allez comprendre, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc on a déjà vu cette notion de bloc et de chaîne de manière un petit peu plus aérienne précédemment. Là, on va regarder concrètement comment ça se passe, et notamment on va regarder comment est réalisé justement ce fameux chaînage. Donc le chaînage, il est réalisé à partir des haches. Donc là, vous voyez, par bloc, vous avez 2 haches. Vous en avez un là et un là. Le hash qui est là, c'est un hash qui vient du bloc précédent. On va prendre ici, ce sera beaucoup plus simple. Le H10, par exemple, vient du H10 du bloc précédent. Et un hash, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'application de la fonction CHA 256 sur l'intégralité du bloc précédent. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est l'ADN du bloc précédent. Et c'est quelque chose d'immuable, et donc c'est représenté par un code qui fait 256 bits et de 32 octets. Donc ça, également, on en a déjà parlé.
Donc là, vous avez l'ADN du bloc précédent. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous constituez un nouveau bloc comme ça et vous allez créer un autre ADN qui va être justement l'ADN du bloc courant. Et ensuite, cet ADN-là va être répercuté dans le bloc suivant au moment de sa création. En l'occurrence, le bloc 11 va récupérer le bloc 10. Comme ça, on sait que le bloc 11 est situé juste après le bloc 10 à partir de ce code qui est unique. Et ensuite, de proche en proche, eh c'est comme ça qu'on va empiler en fait, tous les blocs les uns derrière les autres. Maintenant, de quoi est composé le bloc? Alors, le bloc, il est composé, donc on l'a dit, du hash, des notions de redatage, c'est-à-dire à savoir à quelle date les transactions étaient réalisées. Vous avez toutes vos transactions qui, je le rappelle, ont été codées à partir de clés privées dont sont détenteurs les utilisateurs de la blockchain. Donc là, en l'occurrence, on prend Bitcoin. Alors, on parle de transactions pour Bitcoin, mais ça pourrait être tout autre chose. On pourrait imaginer coder autre chose, mais bon, peu importe. Donc dès lors que ça a été codé par une clé privée, la clé publique permet de voir qu'effectivement ces transactions sont valides. Et ensuite, que vont faire les mineurs? Eh bien, ils vont agréger l'intégralité de ces datas pour former un bloc. Et dans ce bloc, vous avez un petit encart particulier qu'on appelle la preuve de travail. Alors vous trouvez ça sous le nom de nonce en version anglo-saxonne. Et ils vont jouer sur la preuve de travail pour trouver un hash qui aura une caractéristique particulière, le hash du bloc 10, qui devra commencer par un certain nombre de zéros en fonction de la complexité et de la puissance de calcul courante. En gros, ce que cherche à faire Bitcoin, c'est qu'à chaque fois, le temps de calcul soit de l'ordre de 10 minutes pour valider les blocs. Donc une fois que les mineurs ont trouvé ce hash, c'est soumis au réseau, c'est approuvé par, il y a une espèce de consensus approuvé par l'intégralité des utilisateurs du réseau, et une fois que c'est approuvé, effectivement, c'est ajouté au livre de compte général qui est partagé par l'intégralité des utilisateurs du réseau. Donc voilà comment c'est réalisé. Donc là, après, le nombre de transactions n'est pas forcément identique de bloc en bloc. Un bloc fait à peu près 1 mégaoctet, on peut loger entre 2000 et 3000 transactions. Et donc voilà, on a une progression comme ça de proche en proche au fil des transactions et de la densité de transactions, etc. Alors là, je vous ai fait une vue extrêmement simpliste des données qui sont à l'intérieur du bloc. J'ai mis les principales, mais il est bien évident que vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de choses que ça à l'intérieur. Je vous ferai juste un petit aperçu rapide pour voir ce que vous pouvez trouver à l'intérieur d'un bloc. Mais là, si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel de la blockchain. Donc maintenant, on va s'attaquer au côté sécurisation de cette blockchain, et notamment ce qui se cache derrière cet encart bleu. Donc, comment est utilisée cette fameuse preuve de travail, ou nonce pour nos amis anglo-saxons. Preuve de travail à partir de laquelle on définit un hash, et je dirais que c'est la partie la plus complexe du bloc, et c'est ce qui fait aussi sa sécurisation. Ce fameux hash qui va nous servir ensuite de référentiel pour pouvoir empiler les blocs suivants. Donc là, on va devoir aborder la notion de minage. Alors, le minage, qu'est-ce que c'est? C'est mettre à disposition une certaine puissance de calcul, et donc une certaine quantité d'énergie consommée. Là, en l'occurrence, c'est de l'énergie électrique, parce qu'il s'agit essentiellement de serveurs, de GPU, d'ASIC, etc., pour résoudre un problème mathématique. Ce problème mathématique, il est encapsulé par la fameuse fonction SHA-256, dont on a déjà parlé, qui, je rappelle très brièvement, prend des données à l'entrée et nous donne une signature unique en sortie. Sur 256 bits. Alors les 256 bits, c'est ce que vous voyez ici. Donc là, vous avez la représentation hexadécimale. Donc A, par exemple, c'est une valeur 10 en décimale. C, c'est la valeur 12, etc., etc. Donc là, vous avez 256 bits. Alors, c'est une fonction qui est asymétrique, c'est-à-dire qu'à partir de données d'entrée, vous pouvez très facilement trouver la donnée de sortie. Par contre, l'inverse est extrêmement compliqué. Pour faire simple, on va dire impossible. Le nombre de possibilités que vous avez pour passer de la sortie d'une fonction SHA-256 à l'entrée, c'est 2 puissance 256, et ça représente le nombre d'atomes que vous avez dans l'univers. Pour montrer que vous avez dépensé une certaine quantité de puissance de calcul, et donc d'énergie, ce qu'on va faire, c'est on va créer une contrainte sur le hash de sortie, sachant que le hash de sortie d'une fonction SHA-256 est complètement imprévisible. Et là, le moyen que vous avez de modifier cette valeur de hash, c'est justement le nonce ou la preuve de travail. Donc vous allez jouer sur la preuve de travail pour avoir un hash qui respecte des critères particuliers, et notamment que cette valeur de hash soit inférieure à une cible. Alors ça, concrètement, ça veut dire quoi? Être inférieur à une cible, c'est augmenter le nombre de zéros que vous avez devant le hash de sortie de cette fameuse fonction CHA256. Une fois que vous avez rempli ces contraintes, donc hash inférieur à la cible, eh bien, vous pouvez soumettre votre bloc à la communauté pour qu'il soit définitivement validé. Alors,
Ça, la valeur de hash que j'ai pris là, c'est la valeur du hash d'un des derniers blocs qui a été miné sur le BTC. Donc ça va être le bloc 819 000, je ne sais plus combien. Et là, vous avez en gros une vingtaine de zéros devant. Donc 20 zéros, ça fait 10 octets. Et ça, je peux vous garantir que ça présente une puissance de calcul assez colossale. On le verra tout à l'heure. J'ai fait un petit exemple en Python pour vous montrer un petit peu le temps que ça peut prendre pour justement poser des zéros devant. Donc maintenant qu'on a bien développé le principe à travers cette vision macroscopique de la blockchain, on peut regarder un petit peu plus dans le détail de quoi est constitué un bloc. Alors pour faire ça, je vous recommande d'utiliser ce site. Bon, il en existe plein d'autres, hein, mais blockchain.com est pas mal. Donc là, j'ai ressorti le bloc à partir duquel j'ai fait mon illustration, donc ce qu'on peut voir au niveau de la slide ici. Donc ici, vous retrouvez, donc là j'ai rentré le numéro du bloc, et ça c'est pour une bloc BTC, donc Bitcoin. Le hash ici, si vous regardez, alors on voit bien, voilà, le grand nombre de zéros qu'on peut avoir devant, plus ça se termine par 6F54, c'est effectivement celui qui est pris au niveau de la slide. Alors ensuite, là, vous avez pas mal d'autres informations, comme là, vous avez par exemple le nombre de BTC qui ont été minés, donc c'est à peu près 2000. Vous avez la valeur totale en dollars du nombre de BTC que vous trouvez là-haut, donc si vous faites le produit par rapport au prix d'il y a 4 heures, vous tombez sur cette somme. Ensuite, vous avez la valeur actuelle, et là, vous avez deux informations intéressantes. Donc là, vous avez la valeur moyenne des BTC qui sont minés au sein de ce groupe. Donc là, c'est 0,6 BTC. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a un gros écart entre cette valeur-là et la valeur médiane. Alors la valeur médiane, je rappelle, c'est une valeur qui correspond à une valeur de BTC qui correspond ou qui divise la population en deux. C'est-à-dire que la moitié de la population qui est en dessous et la moitié de la population qui est au-dessus. Donc là, en gros, ce qu'on peut en déduire, c'est que la moitié de la population achète moins de 700 € de BTC. Ensuite, il y a pas mal d'autres informations. Là, vous avez le nombre de transactions. Vous avez les fees, vous avez la taille du bloc, donc là c'est à peu près 1,6 méga, donc un peu plus que ce que je vous disais précédemment, parce que là c'est une autre version de la blockchain où on a augmenté la taille. Vous avez la version de la pool de la ferme de minage. Vous avez la difficulté, donc ça c'est le nombre d'itérations qu'il faut appliquer sur la fonction CHA256 pour résoudre le problème mathématique. Ici vous avez la fameuse preuve de travail, donc la nonce. Ici, vous avez la récompense qui va être générée à l'issue de ce bloc. Donc là, c'est 6,25 BTC. Donc je vous rappelle que ce nombre est divisé par 2 périodiquement. C'est ce qu'on appelle le halving. Ensuite, vous avez, vous avez les rewards. Donc là, ça, c'est les bitcoins qui vont être créés. Et ça, c'est effectivement ce que vont gagner les mineurs. Alors on voit que c'est un peu supérieur parce qu'il y a aussi des frais de transaction qui entrent en ligne de compte. Voilà, il y a 30 personnes, enfin 30 nœuds qui ont fait la validation, et le range des fees, ça va entre 0 et 290 Satoshi par byte. Voilà, donc là en gros vous avez l'essentiel des informations importantes de ce bloc. Donc là on va recopier le hash qui correspond à la solution de la difficulté mathématique qui est imposée pour le bloc en question. Donc là on voit le niveau de difficulté ici. On va poser ça dans un petit éditeur juste pour voir combien on a de zéros. Voilà. Si je positionne mon curseur ici, voilà ici, on s'aperçoit qu'on a 20 zéros. Donc ça c'est le niveau de difficulté qui est requis pour pouvoir miner ce bloc-là. Par contre, si vous prenez un bloc qui est beaucoup plus ancien, on va prendre par exemple, je prends au hasard le bloc 10 000. Donc le bloc 10 000, si je recopie pareil le hash de l'époque, et si je recopie le hash de l'époque et que je le copie à côté, voilà, donc vous voyez le niveau de difficulté, ici c'était, si je mets mon curseur ici, c'est 9, il y avait 9 zéros. Donc on voit à quel point le niveau de difficulté a augmenté avec le temps, et ça c'est parfaitement logique, parce que ça a augmenté parce que la puissance de calcul a augmenté. Avant, le minage se faisait à partir de processeurs, qui globalement pour faire ce type de travail est relativement lent. Là maintenant c'est fait avec des GPU, il y a beaucoup de parallélisation, il y a des ASIC, etc. Et les fermes de minage sont colossales. Donc c'est ce qui fait que le zéro s'est pas mal décalé. Et là, regardez, le niveau de difficulté était vraiment, vraiment très faible. Donc voilà, pour ceux qui veulent rentrer un petit peu plus dans le détail, vous pouvez scruter de manière un petit peu plus fine toutes ces informations pour bien comprendre comment est architecturé l'ensemble de ces blocs. Alors, juste pour que vous vous rendiez compte, je vous ai fait un petit programme, voilà, que je vais vous montrer tout de suite, en Python,
pour vous montrer un petit peu l'impact sur le temps de calcul de cette fameuse preuve de travail qui consiste à mettre un certain nombre de zéros en tête de hache. Donc là, j'ai fait un petit programme. Voilà, bon, limite, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous me le direz, et puis j'essaierai de mettre ça sur Git. On va le lancer. Alors, voilà la fenêtre. Donc là, j'ai le texte que je dois entrer. Ensuite, ici, alors, donc comment ça doit se faire en temps réel, voilà, c'est ça. À chaque fois que je rentre un texte, vous voyez ici, il y a le CHA 256 qui est calculé. Voilà. Donc, voilà, on voit qu'à chaque fois que le texte est différent, le code CHA 256 est modifié en conséquence et de manière complètement aléatoire. Ça, on l'avait déjà vu, il n'y a pas de souci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une véritable transaction, par exemple. Enfin, c'est pas comme ça que ce sera formalisé, mais c'est juste pour le principe, pour illustrer. Donc là, j'ai repris l'exemple que je vous avais donné en début de vidéo. Donc Anne envoie 30 euros à Lucas, Alex envoie 20 euros à Syrah, Syrah envoie 15 euros à Anne, etc., etc. Donc là, si je calcule le H, voilà, eh bien voilà, ça c'est le H qui correspond. Maintenant, il faut que je réalise ma preuve de travail. Pour ça, j'ai mis un once à 1, c'est-à-dire que je demande un seul zéro. Donc je vais faire le calcul du nonce. Donc je rappelle que c'est un processus itératif, c'est-à-dire que je vais passer des nombres entiers, je vais incrémenter un nombre entier jusqu'à ce que je tombe sur le nombre de zéros que je réclame juste au-dessus, c'est-à-dire en l'occurrence un seul zéro. Donc si je fais mon calcul, c'est quasiment instantané, regardez le temps écoulé, c'est passé 0 secondes, je l'ai trouvé tout de suite. Donc là, un seul zéro, pas de souci. Maintenant, je devais demander 2 zéros. Je relance mon calcul. Donc on voit que c'est un petit peu plus long, mais ça reste inférieur à la seconde. Donc là, on est OK. Maintenant, je passe à 3 zéros. Je réclame 3 zéros. Par contre, on voit qu'il a fait beaucoup plus d'itérations, hein. Il y a presque un rapport 10 entre celui-ci et celui-là. Donc je recalcule mon once. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus long. Regardez, on a déjà dépassé les 2000. Et ça continue, ça continue. Là, il est en train d'essayer de trouver une combinaison qui va matcher avec le requirement, c'est-à-dire avoir 3 zéros en tête de pont. Donc voilà, là j'ai trouvé, ça y est, ça a matché, et ça a pris 9 secondes. Alors, je vous rappelle que nous, on est à 20 zéros. Donc je vais vous mettre 4 zéros, mais on n'ira pas jusqu'au bout, parce que ça va nous emmener trop loin. Mais là, je vous demande de me croire sur parole, j'ai fait le test tout à l'heure, ça va monter jusqu'à 150 000. Alors le temps, je m'en souviens plus, mais ça va être de l'ordre de 3 à 4 minutes. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la montée exponentielle du temps de calcul nécessaire pour justement arriver à matcher avec le nombre de zéros qu'on positionne ici. Donc, ce n'est pas une progression linéaire, c'est une progression géométrique. Donc, c'est ce qui fait que ça nécessite énormément de puissance de calcul, donc énormément de consommation électrique. Alors ça génère énormément de compétition entre les fermes de minage, parce que c'est celui qui trouvera le H le plus rapidement, et donc aura la plus forte puissance de calcul, qui pourra remporter la récompense. Et autre point, c'est que ça lève la barrière suffisamment haut pour que n'importe quelle personne malveillante ne puisse pas hacker le système simplement. Donc là, on arrive au terme de cette petite présentation et on va terminer par un récapitulatif qualitatif. Alors d'habitude, je ne suis pas très texte, mais là, ça m'a paru important de consigner quelques éléments clés pour fixer un peu les idées. Alors si on considère d'abord les avantages d'une telle technologie, c'est déjà le côté sécuritaire. C'est qu'on a un système de cartographie avancé qui a fait ses preuves, qui permet de protéger les données. Les données sont enregistrées de manière immuable dans un grand livre qu'on peut partager au sein de la communauté connectée sur le réseau. Il y a une très grande transparence, toutes les transactions sont visibles par n'importe qui sur le réseau. Il y a, et c'est probablement le plus important, c'est une décentralisation effective, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autorité centrale. Donc ça réduit les risques de manipulation, de changement de règles, etc. Et ça, c'est basé sur le fonctionnement de ce qu'on appelle des réseaux de pair à pair sécurisés. Ensuite, les fonctionnements clés de la blockchain, on l'a vu, ce sont des blocs qui contiennent des transactions qui sont cryptographiquement liés. Tout ce système-là se tient parce qu'on a des systèmes assez efficaces, comme par exemple la preuve de travail, mais il y a également d'autres mécanismes de consensus qui peuvent valider les transactions qui sont tout aussi efficaces. Mais le plus gros historique, on l'a quand même avec la preuve de travail, et c'est ce sur quoi s'appuie Bitcoin. Les nouveaux blocs sont ajoutés à la chaîne de manière chronologique, d'où le nom de blockchain. Alors dans les applications potentielles actuelles et à venir, alors les applications de base c'était surtout de l'échange de valeurs, donc à travers les crypto-monnaies. Donc on peut faire ça avec du Bitcoin, le Ethereum, mais pas mal d'autres altcoins. Mais ce qui s'en vient et ce qui probablement sera le gros du bataillon dans le futur, ce sera l'intégration de ces fameux contrats intelligents
qui sont déjà largement présents au niveau de Ethereum et qui vont permettre une automatisation accrue et une exécution beaucoup plus transparente. Et ça va pouvoir s'appliquer à la supply chain, à la santé, à la finance, avec une amélioration drastique de la traçabilité et surtout du niveau de confiance par rapport à cette traçabilité. Et en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la blockchain, elle offre un changement de paradigme dans la gestion des données et de la confiance. Et son impact va bien au-delà de la crypto-monnaie. Et ça va transformer divers secteurs. Ça a déjà commencé à transformer pas mal de secteurs. Et je pense qu'il faut effectivement rester dans le futur à l'affût des développements, car l'avenir pour la blockchain est clairement très prometteur. Alors moi j'en suis complètement convaincu, mais je ne suis pas le seul. Bien évidemment, à travers cette présentation, j'ai fait quelques raccourcis pour rendre le concept un petit peu plus digeste, et je m'en excuse auprès des puristes, mais mon objectif était plus de rendre ce support plus accessible au plus grand nombre, parce que je trouve que cette technologie qu'on appelle la blockchain, je la trouve vraiment fantastique. Et si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez pour ça activer les petits switches proposés par YouTube, c'est-à-dire le petit pouce en l'air, la cloche et vos commentaires. Alors au-delà du fait que je me ferai un plaisir d'y répondre, ça alimente le niveau d'impression proposé par YouTube et ça permet à d'autres d'en profiter. Et en plus de ça, votre interaction me motive beaucoup à continuer et à continuer à vous apporter du contenu informatif. Je vous remercie pour votre soutien.